sites funéraires. Cela témoigne d'un comportement social évolué. L'idée va de pair avec un nouveau regard porté sur le passage du singe à l'homme. Beaucoup de scientifiques mettent désormais le développement des liens sociaux et d'une coopération toujours plus forte au cœur de cette transition. Une hypothèse qui provoquera certainement des débats passionnés au sein de la communauté scientifique. Mais en quoi ces découvertes modifient-elles le fil de l'évolution humaine ? On entend toujours le même refrain en paléoanthropologie. Les gens disent il nous faut plus de fossiles. Mais la vérité, c'est que la profusion de fossiles ne fait que compliquer les choses. L'une des principales questions est de savoir où placer ces nouveaux ancêtres fossiles dans notre arbre généalogique. Le crâne allongé? Non, je rêve. La datation des fossiles est une opération délicate et complexe qui prendra du temps. Ce qui est difficile, c'est qu'on ne connaît pas l'âge de ces fossiles. On sait à quoi ils ressemblent parce qu'on en a beaucoup. Mais les conséquences sur notre façon d'envisager l'évolution humaine ne seront pas du tout les mêmes s'ils ont 3000 ans ou s'ils en ont 3 millions. Le fait d'avoir pu dater les fossiles de Malapa rend les choses plus claires. Avec ses 1,97 million d'années, Sediba est généralement considéré comme trop tardif pour être l'un de nos ancêtres directs. Le genre Homo était déjà établi au moment où Sediba est arrivé. Cela démontre malgré tout que de nombreuses espèces d'ancêtres primitifs ont coexisté pendant la même période. Ok, vas-y, continue. La qualité des fossiles mis au jour par Lee est vraiment phénoménale. Sediba prouve qu'il y avait au moins 2 ou 3 espèces en Afrique du Sud il y a 1,9 million d'années. C'est une découverte très intéressante. Elle montre l'existence d'une diversité et le matériel est magnifique. Mais je ne pense pas que Sediba soit un ancêtre du genre humain. Qu'elles soient ou non directement apparentées à nous, les créatures de Malapa et de Rising Star nous orientent vers une nouvelle façon de penser l'évolution humaine. On a une sérieuse tendance à vouloir tracer des démarcations bien nettes entre les espèces pour faire de jolis arbres généalogiques. Mais même si on en a très envie, ce n'est pas forcément comme ça que fonctionne la nature. Il est tout à fait naturel d'envisager la lignée humaine comme une sorte d'arbre généalogique à travers les âges. Mais l'évolution est beaucoup plus complexe que ça. L'évolution est buissonnante. Il y a différentes expériences. Les populations testent différentes adaptations et différentes façons d'aborder le monde. Les paléoanthropologues évoquent le buissonnement de l'évolution humaine pour illustrer la foisonnante variété d'hominidés archaïques et expliquer à quel point il est difficile de déterminer laquelle a abouti à nous. Mais cette métaphore ne rend pas forcément justice au mécanisme de l'évolution. La nature est compliquée. Elle ne respecte pas vraiment notre besoin de ranger les fossiles dans des cases bien ordonnées et de nommer des espèces bien démarquées les unes des autres. Sediba et Naledi présentent tous deux une mosaïque de caractères à la fois australopithèque et humain. Ils semblent indiquer que l'aube de l'humanité a été marquée par de multiples expériences évolutives, avec des singes bipèdes dotés d'un petit corps et d'un cerveau peu volumineux. Les scientifiques savent aujourd'hui que des australopithèques tardifs ont coexisté avec des Homo primitifs. Et dans cette diversité, il y a sans doute eu des métissages.
Ce ne sont pas des espèces totalement formées, et il y a de nombreux métissages entre ces groupes. Certains très adaptatifs évoluent dans un groupe et d'autres dans d'autres groupes. Le métissage permet de tous les réunir. Si c'est bien le cas, on ne pourra peut-être jamais tracer une frontière bien nette entre ces groupes et les hommes modernes. Aujourd'hui, nous avons besoin d'une nouvelle métaphore pour illustrer notre évolution. Une image qui exprime mieux son aspect fluide et dynamique. La meilleure métaphore, c'est peut-être celle d'un cours d'eau aux multiples bras. Elle nous est inspirée par la découverte d'hominidés mosaïques tels que Naledi, Sediba et d'autres, qui nous montrent qu'il y a eu beaucoup d'expériences différentes. Certaines de ces expériences évolutives se sont éteintes, d'autres se sont réunies et métissées. Le flux et le reflux des gènes à travers ces groupes devaient être si complexes qu'il vaut mieux renoncer à tout espoir de découvrir une évolution simple et linéaire. Il faut vous représenter un glacier tout en haut d'une vallée. En fondant, il donne naissance à de nombreux ruisseaux. Il y en a des grands et des moins grands. Et ils descendent tous vers le bas de la vallée. En bas de cette vallée, on aura presque inévitablement un lac auquel certains d'entre eux, peut-être la majorité, mais pas tous, auront contribué. Je crois qu'il faut désormais considérer les espèces qu'on découvre un peu comme des bras individuels dans un cours d'eau. Il est évident qu'ils ont quelque chose à voir avec la population finale, c'est-à-dire nous, les milliards d'êtres humains actuels. Mais il est difficile de dire lequel a le plus contribué à notre présence ici. Avec les découvertes faites dans les hautes plaines d'Afrique du Sud, c'est un chapitre fondamental de l'histoire de nos origines qui s'écrit. Le mystère de l'apparition de notre genre, le genre humain, se dévoile peu à peu. Une nouvelle lueur éclaire enfin l'aube de l'humanité.